Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE, animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode du Petit Pas Podcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Émilie Tremblay. Je vais te faire la présentation d'Émilie qui a tout un parcours vraiment pertinent pour les CPE et surtout pertinent pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, de créer un partenariat avec un producteur, ça se fait, il y a plusieurs avantages, il y a des défis. Comment ça se fait? Donc, Émilie va venir nous entretenir de tous ces sujets. Et ceci étant dit, on est au mois de janvier, Émilie, et moi je pensais, en t'invitant en janvier, que c'était le bon moment pour commencer une approche avec les producteurs. Puis là, je précise maraîcher, puis tu as dit, ben on peut penser qu'il est trop tôt, mais en fait, si on attend le printemps, il est trop tard, puis même, des fois, on commence plus tôt ça. Fait que là, j'ai fait, bon, j'en apprends chaque année. Mais tout ça pour dire qu'Émilie, tu es directrice de projet à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on se connaît depuis 2017. Quand même. Puis, quand même, oui, c'est ça. Puis, tu avais participé surtout à promouvoir le projet des petits ambassadeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Je te laisse aller là-dessus, peut-être nous en parler brièvement, puis après, on va rentrer dans les avantages puis les défis là, de se rapprocher des producteurs. Parfait. Ben, salut Philippe. Effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, je travaille pour la Table Agro, comme tu l'as nommé. La Table Agro, c'est une table de concertation bioalimentaire comme il y en a dans d'autres régions du Québec. Donc, on n'est pas la seule. Tu sais, les exemples que je vais nommer avec mon organisation ne sont pas les seuls. Puis, le projet des petits ambassadeurs, maintenant, est également déployé. Donc, les premières approches qu'on a fait avec la QCPE, c'était effectivement pour développer un projet. On ne savait pas lequel. On voulait que ce soit un projet qui permette de rapprocher le monde agroalimentaire du monde des services de garde éducatifs parce que quand on était en mode développement de marché, on s'est rendu compte que les services de garde éducatifs, majoritairement les CPE dans le temps de la région, répondaient vraiment intéressés à se démarquer par leurs approvisionnements locaux. Donc, nos approches ont lieu là, par rapport à ça. Puis, de fil en aiguille est née la démarche des petits ambassadeurs qui est aujourd'hui une accréditation pour les installations, donc les services de garde éducatifs en installation, que ce soit CPE ou garderie privée en installation, qui respectent des critères d'approvisionnement régional et québécois et des critères d'éducation en lien avec le monde agroalimentaire. Super. Et puis, rappelle-moi, il y a combien de CPE accrédités, petits ambassadeurs à travers le Québec maintenant? Écoute, je ne suis pas à jour. La dernière fois, on était à plus de 120. Je pourrais aller valider, mais on a près de 120, plus de 350 milieux qui sont membres des projets, des cohortes qu'on appelle, donc qui gravitent autour de la démarche, et plus de 125 accrédités, là, mais c'est peut-être plus que ça en date d'aujourd'hui. Là. Ah non, mais c'est super, tu sais, si on se dit à peu près un CPE sur 3 au Québec a fait des démarches pour s'approvisionner plus localement, plus régionellement, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Merci pour cette brève présentation. Là, je pense que c'est important de mettre en contexte là, les discussions qu'on va avoir. Tu sais, on va parler surtout de producteurs maraîchers. Mais les discussions qu'on va avoir, ils peuvent être aussi pour tout autre type d'entreprise qui transforment des aliments dans une région où il y a un CPE. Ouais. Il y a les producteurs puis il y a les transformateurs. Peut-être juste nous présenter brièvement la différence là, pour qu'on puisse mieux saisir les nuances. Oui, bien quand on parle de producteurs, c'est sûr qu'il y a les producteurs laitiers, il y a les producteurs de grains, les producteurs bovins, porcins. Dans ce cas-ci, on va parler beaucoup des producteurs maraîchers parce qu'on s'entend qu'une installation comme un CPE va rarement approcher un producteur laitier directement. Il va plus passer par la laiterie. Donc, on va parler vraiment des producteurs maraîchers dans ce cas-ci, qui est donc l'entreprise qui va produire des fruits et légumes là, sur sa ferme pour les vendre en marché de proximité ou les exporter ou les transformer. Puis, quand on parle de transformateur, ben, c'est tout le reste. Fait que, quand on est à l'épicerie, tu as les fruits et légumes, mais tout le reste des allées, c'est la transformation. Donc, c'est là qu'on pense aux fromageries, aux céréales, aux grains, on parle aux produits laitiers en général. On peut penser également tout ce qui est viande, tout ce qui est transformation là, va faire partie des transformateurs. Puis, c'est là le parallèle, tantôt tu nommais au mois de janvier, est-ce qu'on est au bon moment pour commencer?
Producteurs maraîchers, oui, peut-être qu'on recommanderait effectivement d'y aller plus tôt un petit peu parce que leurs récoltes sont déjà planifiées, mais il n'est vraiment pas trop tard là, du tout. Mais quand on leur demande, c'est sûr que pour eux, le mois de novembre, c'est peut-être un peu plus digeste. Mais quand on parle d'approvisionnement au niveau de la transfo, donc de changer sa farine pour une farine locale, son lait et tout ça, ben ça, c'est à l'année. Là, la production est très stable là, de mois en mois. OK, merci. Débutons avec les avantages et les défis que pour un CPE ou une responsable de l'alimentation de se rapprocher des entreprises agroalimentaires, des producteurs ou des transformateurs de sa région. Je pense qu'un des défis ou un des enjeux c'est peut-être une perception, puis tu pourras me le confirmer, les enjeux par rapport à la livraison des produits qui nous intéressent. Qu'est-ce que ton expérience t'a appris sur les défis de livraison? Bien, mon expérience m'a appris que la nuance que tu nommes est la bonne parce que tu as nommé, quand un CPE veut se rapprocher des producteurs transformateurs, je pense que c'est vraiment l'objectif qu'on doit avoir en tête et non quand un CPE veut augmenter ses approvisionnements locaux. T'sais, c'est la même affaire, tu me diras, mais oui, le fait c'est la même affaire, Émilie. Non, du tout. C'est vraiment pas la même affaire parce que quand tu veux uniquement augmenter tes approvisionnements, tu passes par ton distributeur, tu passes par tes commandes. Tu sais, t'es pas collé aux producteurs transformateurs, mais quand tu veux te rapprocher de l'industrie, c'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est vraiment là-dessus que nous, on va miser dans les projets. C'est que là, tu vas contacter le producteur, tu vas contacter le transformateur, puis c'est là que ça va pouvoir dénouer certains nœuds. Parce que, par exemple, la livraison, c'est sûr qu'un producteur maraîcher qui fait majoritairement du marché de proximité, quand je dis marché de proximité, c'est un kiosque à la ferme, peut-être des paniers de légumes, tu sais, l'espèce de PME habituelle agricole qu'on connaît, là, que on va acheter nos paniers de légumes là-bas, on a un petit kiosque, on arrête d'acheter un casseau de fraises et tout ça. Ben c'est sûr que lui, il sort pas de sa ferme quotidiennement pour aller livrer normalement. Tu sais, ce n'est peut-être pas une technique qu'il a dans ses habitudes, mais quand il est approché par un CPE qui a quand même un bon volume d'achat, on s'entend ça, faut démystifier ça aussi, là, faut pas que vous pensiez, les responsables alimentaires, que les volumes d'achat valent pas la peine, c'est pas vrai, c'est des bons volumes d'achat qu'il y a dans les installations. Ben en se rapprochant, on peut le questionner. Fait que, est-ce que toi, tu peux me livrer 2 fois semaine, 3 fois semaine, 1 fois semaine? Est-ce que c'est mieux d'y aller aux 2 semaines, mais avec des gros volumes puis des produits peut-être plus durables, tu sais, moins de la laitue fraîche, mais plus des produits qui vont durer quelques jours? Donc là, on va aller voir c'est quoi, lui, sa possibilité. Puis ça se peut que votre CPE soit à côté d'une épicerie qui livre déjà à chaque jour. Crime, c'est gagnant, on y va. Fait que, tu sais, c'est vraiment cas par cas. Quand on va parler des transformateurs, ben c'est là que souvent, eux vont faire des liens avec leurs distributeurs actuels. Fait que ce soit le distributeur que le CPE utilise déjà, bien ça, ce serait l'idéal, on s'entend, là. Il n'y aurait pas grand changement à faire. Mais sinon, il va pouvoir proposer des dates de livraison, des fréquences de livraison qui vont être adéquates. Fait que oui, des fois, ça peut représenter une nouvelle facture, une nouvelle livraison, une nouvelle technique. Mais ça peut être même à court terme parce que d'année en année, on peut s'adapter aux besoins. Mais des fois, ça peut vraiment se faire plus naturellement puis on se rend compte qu'on n'a pas grand changement à faire. Bon, c'est déjà un peu rassurant de savoir que il faut les rejoindre, il faut leur parler, puis il y a différentes possibilités qui existent. Puis je pense, dans l'expérience que tu as, il n'y a pas un modèle identique. C'est pas standardisé. Chaque producteur maraîcher va avoir... Il va être unique dans son approvisionnement avec son CPE. Donc, c'est vraiment en lui parlant qu'on va être en mesure d'aller chercher ce qui nous convient et ce qui lui convient également. Oui, bien, c'est vraiment comme les fermiers de famille, tu sais. La première année, on voit c'est quoi ces produits, on y va occasionnellement, on voit les produits qu'on aime, les produits qui nous plaisent, qui conviennent à notre budget également. Bien, il faut le voir de cette manière-là. Avec un producteur maraîcher, l'année 1, c'est l'année test. On commence avec quelques produits gagnants, on voit c'est quoi les points positifs, les points négatifs. L'année 2, on adapte. C'est sûr que lui, par exemple, si le milieu a besoin d'une quantité phénoménale de concombres, puis là, il est approché, mettons, au mois de mai, bien là, il ne peut pas tripler, quadrupler sa production de concombres, peut-être, là, s'il est en serre, là. Mais, tu sais, ça va peut-être être plus difficile, tandis que si on se rend compte que le CPE, je connais sa commande de concombres hebdomadaire, bien l'année d'après, il va adapter sa production, il va peut-être adapter sa livraison. Fait que, tu sais, c'est un partenariat qui est plus sur le long terme, si on veut vraiment quelque chose de gagnant. Super. Et dans ton expérience,
le terme minimum de commande est très connu chez les grands distributeurs. Est-ce qu'un producteur maraîcher va avoir un minimum de commandes? Bien, le producteur maraîcher, c'est sûr que pour se déplacer, va peut-être établir un minimum, mais sincèrement, c'est moins quelque chose qu'on entend, là, effectivement, dans le marché de proximité. Tant au niveau des producteurs que des transformateurs. Souvent, les transformateurs, les minimums de commandes, c'est les mêmes que si tu es un consommateur qui commande en ligne. T'sais. Fait que c'est pas des gros minimums de commandes comme, effectivement, les gros distributeurs comme on connaît. Je pense que le fait d'aller vers peut-être une autre méthode d'achat, c'est déjà l'effort qu'ils souhaitent. Là. On n'a pas besoin d'avoir un minimum de commandes qui est exceptionnel après. Puis encore là, ben, de plus en plus, quand tu fais les approches avec le milieu agroalimentaire, comme tu disais tantôt, ben, tu commences à atteindre, et avec l'aide des partenaires puis des gens qui sont là pour aider, ben, tu commences à atteindre les distributeurs qui vont peut-être adapter leur offre aussi avec de l'offre un peu plus locale. Tu commences à toucher peut-être des distributeurs de moyenne échelle qui vont avoir des minimums de commandes un peu plus adaptés, peut-être plus basses que ce qu'on connaît. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, de faire des contacts, ça permet de démystifier ces problèmes-là. Très cool, très cool. Puis, je pense qu'il y avait aussi, en tout cas dans les projets que nous, on a eu d'accompagnement sur les achats un peu plus locaux, il y avait toujours une très grande satisfaction à l'égard de la qualité des légumes, principalement, là, que le CPE recevait. Qu'est-ce que toi, t'en as vu là, par rapport à la qualité des produits? Bien, tant au niveau des légumes que des autres produits, on l'entend beaucoup avec la viande également, pour les régions qui ont soit des abattoirs ou une offre de viande régionale. Les légumes durent plus longtemps. Faisons l'essai, tu achètes un concombre du Québec versus un concombre des États-Unis à l'épicerie, puis ça ne dure pas le même temps dans le frigo, c'est certain. Donc, la conservation est plus longue. Le goût, bien là, on a tous déjà testé la carotte de jardin versus la carotte achetée à l'épicerie. C'est plus intéressant également. Souvent, le type de carotte est vraiment plus savoureux, plus le fun à cuisiner, plus le fun à découvrir. Mais sinon, je faisais le parallèle avec les viandes. On a déjà des milieux qui nous ont comparé le poids en perte à la cuisson. Le poids qui est perdu à la cuisson. Oui, le rendement, exactement. Puis c'était vraiment différent. Là, je pense qu'il y avait près de la moitié de moins de pertes, de meilleur rendement finalement au niveau des viandes d'ici. Donc, tu sais, des fois, c'est le parallèle qui est important à faire parce que là, je te vois venir sur le prix. On va sûrement parler du prix. Oui, c'est le prochain point. Mais ça va de soi. Puis, tu sais, le prix, sincèrement, quand on va comparer le produit, si je parle de la viande, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, c'est majoritairement de la viande faite ici, élevée à la ferme, abattue en région. Des fois, c'est même biologique. Fait que c'est sûr que des fois, l'offre est un petit peu plus dispendieuse. Mais là, il faut voir le rendement. Il faut voir les minimums de commandes. Il faut voir le style de produit que tu achètes également. Ça peut devenir quand même intéressant parce qu'il y a des milieux qui ont décidé de garder certains produits achetés régionalement parce que le rendement était plus intéressant, par exemple. Au niveau des autres produits, un peu plus de commodité, fait que ce soit maraîcher ou produits céréaliers, produits laitiers. Nous, sincèrement, dans le projet qui vit depuis, effectivement, nous, 2016, là, qu'on a commencé, ben, on n'a aucun milieu qui a dû adapter ses budgets alimentaires pour substituer les produits parce que le rapprochement au monde agroalimentaire se fait avec ce qui est réaliste. Fait que, on en a des huiles biologiques pressées à froid qui sont merveilleuses, qu'on aimerait donc que chaque milieu utilise, mais là, peut-être que ça convient moins à ce qu'ils achètent actuellement, pour le moment. Moi, je pense qu'il y a de l'évolution éventuellement, peut-être. Mais si je pense aux produits laitiers, aux produits de farine, par exemple, l'entreprise qui va venir parler au CPE, qui va venir présenter ses produits, bien, elle est consciente que ça prend un produit de commodité qui a un prix qui est beaucoup plus réaliste. Ouais. C'est ce qu'on voit. J'avais déjà fait le calcul sur les farines, puis c'est quoi l'impact sur un budget d'acheter une farine qui est 2 fois plus chère? OK, quand même. Ton muffin te coûte, je pense, 3 sous plus cher. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un déficit? Puis, tu sais, c'est pas pantoute la farine, là. Tu sais, les grands, on en avait déjà discuté lors de formation, mais tes 4 grandes catégories d'aliments qui te coûtent cher, c'est ta viande, puis ton poisson, tes produits laitiers, tes légumes, puis tes fruits frais. Ouais. Les grains, c'est très loin, là. Fait que, tu sais, il y a possibilité d'aller vraiment s'approvisionner avec de la qualité, puis pas nécessairement se mettre dans un trou budgétaire parce que on est allé vers des grains locaux, là.
Non, Il y avait puis comme plusieurs étapes qu'on pouvait suivre. Là. Puis ce que tu dis, c'est intéressant par rapport à la farine de blé. Sincèrement, avec les volumes achetés, en achetant en vrac, en parlant avec le transformateur, je suis pas trop inquiète que le prix soit semblable à ce qui est acheté en ce moment, mais le parallèle que tu fais est intéressant si on veut explorer d'autres farines. Donc, tu sais, de la farine de chanvre, de la farine de pois chiches, de pois cassés, fait que tu sais, des farines de lentilles. Ça devient intéressant de se dire, oui, c'est des farines qui sont un peu plus, on s'entend, là, de qualité, qui vont plus coûter cher. Nous, on avait de la farine de gourgane, même en région, que les milieux ont déjà essayé. Mais tu sais, c'est le fun de se dire, hey, ben crime, j'en achète un format qui est raisonnable, il va me durer longtemps. Là. On s'entend que c'est pas de la substitution 100%. Là. Quand tu en ajoutes... Non, pas trop de gluten, hein? Ça te fait pas des muffins qui se tiennent. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça devient intéressant de voir le calcul que tu en fais. T'sais, qu'est-ce que ça me coûte de plus de rajouter un peu de farine de gourgane dans mes galettes pour faire découvrir, pour moi-même découvrir. Le coût est minime, mais après ça, tu peux venir faire une belle éducation, tu peux renseigner sur crime, il y a de la gourgane dans nos galettes, qu'est-ce que ça apporte de plus? Puis c'est ça, puis je t'écoute parler, puis tu sais, je sens un peu toute... peut-être la fierté des responsables de l'alimentation qui émanent des commentaires que tu donnes. Puis je pense que c'est aussi une façon de valoriser la profession. Tu sais, l'expérience des petits ambassadeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai eu l'expérience d'y assister à quelques reprises, tu sais, puis on voit que c'est vraiment une fierté régionale, qu'il y a une valorisation par rapport au rôle que les responsables de l'alimentation ont à jouer. Puis ça, ben c'est comme motivant parce que ça t'amène à vouloir peut-être creuser un petit peu plus, puis tu as l'encouragement en même temps de tes gestionnaires ou des parents qui sont motivés ou qui sont impliqués dans tout ça. Fait que je trouve que ça amène une couche à la fois de valorisation, mais aussi de fierté. Puis, tu sais, t'en parlais, là, tu vas venir présenter, tu vas faire venir des producteurs. Tu as tout un volet éducatif associé à tout ça que... avec un gros distributeur, t'as pas, parce que c'est pas dans son créneau, l'éducation, là, on s'entend. Mais je pense que ça devient, en même temps, quand tu regardes tout ça, un critère de qualité pour les parents, de voir que, tu sais, mon CPE, il s'approvisionne avec des aliments de qualité. Je pense que ça résonne positivement pour de plus en plus de parents qui ont à cœur l'alimentation de leurs enfants. Oui, puis pour travailler, nous, à la table agro, notre clientèle cible, c'est la production et c'est l'industrie finalement agroalimentaire. Puis pour travailler avec eux depuis une dizaine d'années, on se rend compte que les valeurs qui touchent cette industrie-là, c'est beaucoup d'entreprises familiales, des relèves, c'est beaucoup de génération en génération. Donc ça se rassemble beaucoup avec les valeurs qui sont dans les CPE, dans les services de garde éducatifs. Puis oui, effectivement, le rôle de la responsable ou du responsable alimentaire est vraiment primordial dans cette démarche-là. Puis tu nommes, on fait rencontrer l'industrie. Ça, c'est dans le cadre des rencontres qu'on peut tenir là, par le projet des petits ambassadeurs, effectivement. Mais tu sais, un producteur agroalimentaire, un producteur maraîcher, je veux dire, qui va travailler avec un CPE, quand il vient faire ses livraisons, tu l'as nommé, tu sais, la responsable alimentaire va l'accueillir, peut y parler. J'ai déjà entendu des milieux dire, quand Dan arrive, c'est la vedette, là, tu sais, il arrive avec son chapeau de paille, il se donne le style là, du producteur maraîcher, tu sais. Donc, on le voit, ça également, ça fait une espèce de momentum. Puis, à la garderie, il y en a beaucoup aussi que quand ils ont débuté cette démarche-là, tu sais, on le communique aux parents. Nous, on invite à le communiquer aux parents parce que c'est quand même une belle transmission de valeur, comme on le dit. Puis, il y a certains milieux qui se sont rendus compte que, crime, j'ai un parent qui travaille pour telle entreprise, je vais acheter mes produits là, ou, hey, maintenant, mon sirop d'érable, il y a quelqu'un qui avait une érablière, on va l'acheter là. Fait que ça fait des liens également. Puis, on a vu aussi beaucoup de milieux que, on s'entend, là, au mois d'août, mois de septembre, on finit tous avec des grosses courgettes dans notre jardin. Fait que souvent, les parents apportent ça. Non, mais ça peut être bon. Mais tu sais... c'est pas mangeable dans le sens, t'en as tellement des c'est fois. C'est ça, tu peux pas y arriver. Je fasse avec ça, là. Non, tu y arrives pas. Fait qu'il y a des responsables alimentaires, des fois, qui disent les parents m'apportent leur surplus de jardin puis on les cuisine dans la journée. Fait que tu sais, ça fait l'espèce de continuité aussi entre l'éducation qui peut être fait ou moins fait à la maison et ce qu'on continue au service de garde. Oui, des notions éducatives en lien avec l'agriculture, en lien avec les semences, tout ce cycle de vie-là, c'est super. Hey, je pense que ça clôt le volet des avantages. On a parlé des défis, des enjeux. Fait que ça, je pense qu'on l'a bien couvert. Super.